Alors merci d'abord Philippe de m'avoir invité, de me permettre de parler de ce sujet qui est un sujet quand même, comme tu l'as dit, qui est d'une assez grande importance et qui nous concerne à pas mal de titres. Donc, tout d'abord, aujourd'hui, les technologies numériques sont intégrées à notre environnement quotidien. Et bien évidemment, la création musicale contemporaine n'échappe pas à cette emprise très forte des technologies numériques. D'ailleurs, on voit bien que la création musicale utilise ces technologies depuis qu'elles existent, depuis toujours, parce que la musique a toujours su faire son miel de toutes les technologies de toutes les époques. Nous sommes tous aujourd'hui familiers avec cette notion d'obsolescence. On en est vraiment aujourd'hui, c'est un sujet dont on peut parler sans le définir, et de cette obsolescence qui est parfois même programmée par les fabricants de machines, et on en est tellement familier qu'on en fait les frais dans notre vie quotidienne, pratiquement quotidiennement. Alors la question que je me pose aujourd'hui, que je vais vous poser et qu'on se pose très souvent qu'on est dans le domaine de la création musicale, c'est quelles sont les conséquences de cette obsolescence sur les traces que la musique contemporaine va laisser dans l'histoire de la musique. Donc on voit bien que les technologies électroacoustiques et informatiques offrent de nouveaux moyens d'expression qui enrichissent le langage musical, qui étendent les possibilités de ce genre des instruments. Et c'est l'histoire de la musique occidentale qui est faite de toutes ces évolutions permanentes. Bon, il n'y a rien de bien nouveau dans le fait d'utiliser des nouvelles technologies pour la création musicale. Donc cela peut être vu comme un progrès, comme une évolution dans les pratiques artistiques. Pourtant, au regard des instruments de musique qu'on utilise et au regard des partitions que l'on lit quand on joue de la musique, les ordinateurs et les logiciels qui tournent sur ces ordinateurs ont une durée de vie éphémère. Donc là où on peut penser qu'il y a un progrès dans les possibilités d'expression, on peut aussi considérer qu'il y a une sorte de revers de la médaille, une sorte de progrès qui est accompagné d'une régression, c'est ce qu'on verra aujourd'hui. En effet, le caractère éphémère des dispositifs numériques matériels, l'accélération permanente des mises à jour logicielles remettent en cause certains fondamentaux de la tradition musicale, qui est en grande partie fondée sur la notation musicale, qui repose sur la pérennité d'un support, le papier. Alors cette question de la durabilité des supports numériques, dans le cadre de la musique, est évidente et patente, mais on y est aussi confronté, comme j'ai dit, dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans le domaine de tous les arts contemporains, et donc dans tous les domaines artistiques qui utilisent les technologies contemporaines, on repère ce problème par exemple, une citation là de Cécile Lazor, qui dit « L'obsolescence technologique, qui a connu avec l'avènement du numérique une accélération sans précédent, concerne au plus haut point l'art contemporain. » Il fait peser sur les œuvres une lourde menace. Face à la disparition de certaines technologies, certaines œuvres ne sont tout simplement plus exposables ou montrables, ne peuvent plus être réactivées. Donc là, il part d'œuvres d'art plastique, mais ça s'applique aussi à la musique en temps réel. En termes de conservation et de restauration, les phénomènes d'obsolescence technologique affectent les œuvres contemporaines. La question de l'obsolescence technologique concerne toutes les œuvres qui font appel à tout produit ou objet issu de l'industrie, à la mécanique, à l'électricité, à l'informatique, à l'électronique. Donc l'obsolescence technologique concerne toutes les œuvres contemporaines que l'on peut regrouper sous l'appellation installation complète. Donc c'est un sujet très très important pour tout ce qui est création artistique dans le domaine de ce qu'on appelle aussi les œuvres qui sont créées sous forme numérique sans équivalent dans le domaine analogique, qu'on appelle les Born Digital Cultural Heritage. Donc cette question de la préservation, de la pérennité, de la création artistique de notre époque, mais aussi d'autres traces de notre, également de la recherche et de notre vie sociale, est quand même un problème très sérieux, et on peut même considérer que c'est un problème de civilisation, puisque une partie de la civilisation, c'est quand même les traces que va laisser la civilisation présente, et comme la mémoire de notre civilisation repose en grande partie aujourd'hui sur la mémoire des ordinateurs, donc là on est quand même face à une question quand même très sérieuse. Donc aujourd'hui, je vais parler plus spécifiquement de la composition musicale. Donc composer, c'est-à-dire
écrire de la musique. Donc on s'intéresse donc principalement à l'activité des compositeurs de musique contemporain, dont les œuvres nécessitent de nouveaux processus de documentation, de transmission, également de nouveaux supports et de nouvelles notations. On peut quand même se poser la question, que dans l'introduction ce matin, Philippe a posée, de la question du rapport des compositeurs avec leur postérité. Donc Philippe Manoury a exprimé très clairement le fait que si lui composait de la musique sous cette forme de musique écrite, avec des partitions de musique pour des instrumentistes, c'est avec la volonté de laisser une trace, de créer une tradition. Ce n'est pas forcément partagé par tous les compositeurs. Je connais des compositeurs avec qui j'ai travaillé pour lesquels la question de la pérennité de leurs œuvres ne se pose pas en ces termes. Pour eux, l'important, c'est de créer, mais pas forcément de laisser une trace. Également, peut-être ouvrir cette discussion-là sur la distinction que tu as faite entre les performeurs, improvisateurs et les compositeurs, en faisant une distinction en disant bon, ben, les performeurs, interprètes, improvisateurs n'ont pas forcément besoin de laisser des traces. Pour eux, l'important, c'est la création dans l'instant. On peut discuter ça parce que les improvisateurs n'improvisent pas non plus à partir de rien, et peut-être qu'ils composent dans l'instant du concert, mais ils ont quand même besoin d'une certaine tradition. Ils vont pas improviser sur aucun support. Les interprètes ont besoin aussi de traces à interpréter, les performeurs également. Et donc c'est pas si évident que ça, cette distinction entre compositeur et performeur, puisque la notion même de pérennité dans l'art musical n'est pas non plus partagée par tous les compositeurs, puisque l'art musical, en tant qu'art du temps, est quand même fondamentalement un art éphémère qui se joue au moment du concert. Donc la composition musicale repose, si elle repose sur une tradition et une transmission qui n'a rien d'éphémère, l'œuvre n'existe qu'au moment du concert. Néanmoins, la composition musicale est intimement liée et indissociable à l'écriture d'un texte. Roland Barthes rappelait que l'histoire de la musique comme pratique et non comme art est d'ailleurs assez parallèle à celle du texte. Donc dans la composition musicale, il y a quand même nécessairement cette volonté, plus ou moins consciente et plus ou moins affirmée par les compositeurs. Dans le cas de Philippe Manoury, elle est très affirmée, mais dans le cas d'autres compositeurs de musique contemporaine, elle sera moins affirmée, cette volonté de laisser une trace aussi pour les générations futures. Je dirais que, en fait, pour résumer cette idée, enfin, ma pensée là-dessus, c'est que on peut peut-être composer et écrire de la musique sans penser nécessairement à sa préservation et à son futur, mais néanmoins, on peut difficilement composer sans avoir une référence au passé et à l'histoire de la musique, à une certaine tradition. Donc cette idée aussi de conserver les œuvres et de durée des œuvres est aussi située historiquement. Bon, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais Adorno, dans sa théorie esthétique, rappelait et insiste assez longuement sur l'idée de durée des œuvres qui serait copiée sur le modèle de la propriété bourgeoise et éphémère. Elle fut étrangère à de nombreuses époques et aux grandes productions. En terminant la Passionata, Beethoven aurait dit que cette sonate serait encore jouée 10 ans après. Et il continue en disant que la conception de Stockhausen, d'après laquelle des œuvres électroniques non transcrites au sens traditionnel sont aussitôt réalisées dans leurs matériaux et sont susceptibles de disparaître avec lui, est prodigieuse comme conception d'un art de la plus haute exigence et qui pourtant serait prête à se perdre. Donc la tradition musicale occidentale, telle qu'on la connaît aujourd'hui, repose sur la conjonction d'un art immatériel et d'une forme d'écriture qui permet sa conservation. Or, le solfège traditionnel, bon, Mireille l'a montré tout à l'heure, ne permet pas l'écriture du timbre, ne permet pas non plus l'écriture des formes musicales qui utilisent cet instrumentarium des nouvelles technologies audio-numériques.
Quand un compositeur de musique contemporaine qui compose à l'IRCAM, qui utilise des technologies du temps réel, écrit des partitions, il écrit une partition, mais il va être confronté au problème de comment noter la partie électronique, puisqu'il n'y a pas d'équivalent du solfège traditionnel. Donc on peut déjà s'intéresser à des œuvres du répertoire, qui sont déjà des œuvres du répertoire, dont on est complètement sûr qu'elles seront jouées encore dans quelques années, dont on est complètement sûr qu'elles seront malheureusement jouées après la disparition de leurs auteurs. Donc, par exemple, pour Jonathan Harvey, son 4e quatuor, qui est une œuvre importante de notre répertoire, dans la partition, il va y avoir différents éléments qui vont être écrits dans la partition, qui vont être notés, qui vont permettre de la réinterpréter, de la donner à des interprètes et de la jouer, mais sous forme d'une partition traditionnelle. Donc on voit ici, il y a des explications sous forme de texte. Dans la partition notée, il y a la partition des instrumentistes, et puis il y a une invention d'une forme d'écriture qui permet de décrire à la fois les actions qu'il faut mener pour jouer la partie électronique et qui permet aussi de la décrire d'une certaine façon pour qu'on puisse la réinterpréter. Donc vous voyez ici la partition avec des notations qui ne sont interprétables on le verra plus tard, que par des interprètes spécialisés. C'est vrai également pour Anthem 2 de Pierre Boulez, pour violon électronique, qui est, je pense, aussi une forme de classique. Donc on peut s'intéresser à ces œuvres parce qu'on est certain qu'elles resteront dans le répertoire. Et dans lequel il y a un effort de notation de la partie électronique qui a été fait par Andrew Gershaw, le réalisateur en informatique musicale, qui s'est attelé à la tâche de transcrire tous les processus électroniques dans une partition de forme traditionnelle, mais alors avec une profusion de détails, et ça lui a pris beaucoup de temps et d'énergie. Donc on voit que pour réaliser ces partitions de ces œuvres-là, il faut y passer beaucoup de temps. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut faire ce travail de transcription et de notation exhaustive de tous les éléments de la partie électronique pour ces œuvres-là, sachant que ça prend beaucoup de temps. Donc par exemple, très concrètement, on a une partition qui permet de réinterpréter Anthem 2 de Pierre Boulez, mais déjà pour une œuvre comme Répond, qui est également je pense, un classique de notre époque qui sera certainement joué dans les siècles futurs. On ne dispose même pas d'une partition aussi détaillée de tous les processus. Donc on n'a que les éléments informatiques. Donc ça pose un vrai problème. Alors, maintenant, je vais vous parler plus concrètement de qu'est-ce qu'on fait si l'on souhaite, si l'on veut que les œuvres qui utilisent des technologies d'informatique en temps réel continue à vivre, étant donné cette obsolescence qu'on a évoquée tout à l'heure. Quel dispositif doit-on mettre en œuvre en vue de préserver la possibilité même de jouer ce répertoire dans les années futures, dans ce contexte d'évolution très rapide des technologies? Alors, ce que je fais quotidiennement dans ma pratique en tant que réalisateur en informatique musicale, c'est-à-dire interprète des œuvres avec électronique en temps réel, il y a l'interprétation des œuvres en création, mais il y a également la reprise et le portage des œuvres. Et quand on est confronté à une reprise d'une œuvre, même qui n'a que 10 ans, et alors à fortiori 15 ans, 20 ans ou 40 ans, puisque l'IRCAM fête ses 40 ans, donc on peut reprendre des œuvres du répertoire qui ont déjà 40 ans, ce qui est quand même beaucoup par rapport à l'évolution des technologies. On se retrouve dans une position un petit peu d'archéologue, parce qu'on se retrouve face à des programmes qui ont été écrits peut-être il y a 35 ans, sur des machines qui ne tournent plus forcément, dans des logiciels qui ne sont plus compatibles avec des machines d'aujourd'hui, des patch max des années 80 ou 90. Et donc là, on est confronté à un problème, mais pour dépasser ce problème de façon concrète, on développe un savoir-faire, c'est-à-dire que tous les réalisateurs en informatique musicale ont ce savoir-faire d'un petit peu d'archéologue, de savoir décrypter les textes informatiques du passé proche. Donc développer un savoir-faire que l'on a, mais également des méthodes d'analyse
des programmes informatiques, et aussi développement d'outils qui nous permettent de nous aider dans l'analyse, mais surtout dans la préservation et dans la transmission de ces logiciels. Donc au quotidien, quand qu'on est amené à rejouer une œuvre qui a été créée il y a quelques années, on est confronté donc à ces problèmes-là, et donc on est amené à réinterpréter, ce qu'on appelle IRCAM, porter dans d'autres systèmes, réécrire, mettre à jour des logiciels. Donc à l'IRCAM, on a développé depuis une bonne quinzaine d'années un système de préservation qu'on utilise pour les œuvres qui ont été créées à l'IRCAM, qu'on appelle sous le nom de code de Sidney, dont l'objectif est donc de répondre à ce problème de préservation des parties électroniques des œuvres, et qui est à la forme d'un site web, en fait, d'un site internet dans lequel on va qu'on va pouvoir consulter, mais dans lequel on va pouvoir aussi donner des œuvres. Donc c'est en fait une base de données accessible par internet. Donc ça, c'est sa forme. Son contenu, c'est actuellement les œuvres du répertoire IRCAM, donc 40 ans d'œuvres créées à l'IRCAM. Bon, c'est des chiffres qui évoluent en permanence, mais il y a eu plus de 750 œuvres qui ont été créées à l'IRCAM dans ces 40 ans. Et donc actuellement, on en a 511 qui sont documentées dans la base de données, j'ai vérifié récemment, et 912 versions, parce que chaque œuvre peut être stockée sous différentes versions qui évoluent dans le temps. Donc la chose importante à retenir, c'est que c'est un dispositif de préservation qui est opérationnel, c'est-à-dire que ce n'est pas une archive abstraite, c'est vraiment quelque chose dont on se sert au quotidien pour archiver, documenter, préserver et rejouer les œuvres, et c'est quelque chose qui nous est très utile et qui a évolué dans le temps de cette façon-là. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre dans une documentation Internet, dans une documentation de Sidney d'une œuvre IRCAM? Il y a beaucoup de choses, donc ce sont des supports très hétérogènes, mais pour respecter une sorte de charte, chaque utilisateur de ce système, c'est-à-dire des compositeurs, des documentalistes ou des réalisateurs en informatique musicale, doivent respecter un certain nombre d'éléments, je ne vais pas détailler, mais qui doivent être documentés. Donc je n'ai pas le temps ici de m'étendre là-dessus sur le contenu et sur les pratiques qui se sont un petit peu développées dans le temps, mais il faut savoir que c'est quelque chose d'utile et d'opérationnel. Alors, donc ça permet de stocker des œuvres, de le préserver dans le temps, de les documenter de façon à pouvoir les reprendre et les rendre vivantes dans le sens qu'on peut les réinterpréter le jour du concert. Et ça demande bien sûr du travail aux réalisateurs et aux documentalistes des œuvres, mais également il y a la notion aussi de penser aussi cette préservation pour le futur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a des éléments qui sont hétérogènes mais qui sont stockés sur un support unique, on va pouvoir mener par exemple des campagnes de sauvegarde et de préservation et on peut prévoir un peu l'évolution des logiciels et des machines pour essayer de mettre toujours le répertoire au bon niveau. Et également, on peut connaître la difficulté de reprise d'une œuvre et on peut aussi estimer son évolution potentielle dans le temps en fonction des logiciels et des techniques qui sont utilisés à l'intérieur. Donc on peut estimer si certaines œuvres vont vieillir plus ou moins vite selon les technologies qui sont utilisées à l'intérieur des œuvres. Et donc pour cela, ce qui est très important, c'est bien sûr la documentation. Donc dans le jargon de l'archivistique, qu'on évoquera un petit peu plus tard, il y a la notion
rentrer les données dans l'archive, et on appelle cette phase l'ingestion des données. Et en fait, ce qui est important, ce qu'on a trouvé qui est plus important, c'est que le fait d'entrer ces données dans la base de données de préservation est importante, mais il y a une phase qu'on appelle la pré-ingestion, qui recouvre les actions qu'on doit mener avant même de sauvegarder une œuvre et qui sont très importantes. Alors, c'est une phase qui n'est pas inclue dans les modèles de sauvegarde des données numériques, mais qui est très importante dans le cadre de la préservation des œuvres numériques, parce qu'il y a une mise en forme nécessaire qui recoupe en partie la mise en partition des œuvres, l'écriture de la partie électronique des œuvres. Donc, il y a des chercheurs, des archivistes qui considèrent que quand on aborde cette question de préservation et d'un archivage fidèle et efficace des œuvres, la source qu'on va archiver est à la fois le problème et la solution, c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'on préserve ces choses-là. Et donc les formats de fichiers et les fichiers qu'on va préserver et les métadonnées qui sont associées, c'est-à-dire les descriptions des fichiers sauvegardés, il est important qu'elles soient déterminées au plus près du créateur, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, le compositeur qui écrit une œuvre de musique et qui veut que cette œuvre, dans ses composantes technologiques, soit préservée, a quand même intérêt à être impliqué dans cette phase de sauvegarde des préservations. Donc, en ce qui concerne le système que l'on utilise à l'IRCAM actuellement pour garder les parties électroniques des œuvres, aujourd'hui, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un système qui contient le répertoire de l'IRCAM, qui nous sert au quotidien quand on veut reprendre des œuvres ou quand on veut sauvegarder des œuvres qui sont créées aujourd'hui pour le futur, mais qui est encore très centralisé à l'IRCAM, c'est-à-dire qui est centré autour du répertoire de l'IRCAM, même si on y trouve des œuvres qui ont été créées ailleurs. Et maintenant, on souhaiterait bien en faire profiter les autres, et il y a un intérêt à l'extérieur de l'IRCAM, dans d'autres centres de création qui utilisent ces technologies, mais également pour des compositeurs qui travaillent chez eux, à l'extérieur, qui ont cette problématique aussi de vouloir que les logiciels qu'ils ont développés puissent passer l'épreuve du temps. Donc là, on voudrait bien impliquer plus et permettre à ce système d'être utilisé par d'autres acteurs que simplement les réalisateurs et les compositeurs de l'IRCAM. Mais ça soulève un problème quand même assez sérieux, qui est la problématique que je n'ai pas le temps d'évoquer aujourd'hui, mais qui est quand même une question importante, qui est la question des droits sur ces supports, puisque le droit d'auteur actuel n'offre pas de réel cadre pour des œuvres qui combinent des supports hétérogènes et qui résultent de la collaboration de différents acteurs et de différents auteurs. Dit en d'autres termes, une partition de musique contemporaine, il y a un droit d'auteur, il y a des éditeurs, il y a des collecteurs, des administrations qui collectent les droits, mais pour des œuvres qui impliquent des logiciels informatiques et des partitions musicales, il n'y a pas vraiment de législation. Et ça nous pose un problème concret, c'est que si on veut ouvrir notre base de données à l'extérieur, on a quand même besoin d'une certaine façon de traiter ce problème des droits. Mais c'est un vaste sujet. Alors, pour continuer cette discussion, pour arriver vers la conclusion, en fait, on a vu qu'on a traité, avec ce système de préservation opérationnelle à court terme qu'on utilise à l'IRCAM, on n'a pas du tout traité la question de la préservation des œuvres à l'échelle historique, puisque là, on est à une préservation à court et moyen terme, puisque c'est reprendre des œuvres qui ont été créées au maximum dans les 40 ans. Donc on n'a pas du tout adressé le problème de la préservation à long terme des œuvres, même si ça peut être une première étape.
Et donc, pour la question des préservations à long terme, donc là, je ne vais pas revenir sur des modèles très sérieux traités par les archivistes du numérique, mais néanmoins, il y a la question de ce qu'on appelle aujourd'hui des dépôts numériques. Alors, qu'est-ce qu'un dépôt numérique? Un dépôt numérique, c'est un entrepôt numérique durable, et donc une définition que l'on trouve dans la sphère de l'archivistique, mais qui est applicable plus largement, et la suivante. Un entrepôt numérique, donc c'est quelque chose qui va servir à conserver des œuvres sous support numérique. C'est l'intégralité de l'organisation qui inclut la politique, les processus et méthodes, la gestion financière, la gestion du personnel, les données, la sécurité informatique, le choix des logiciels et les matériels, qui permettent une gestion durable du contenu de l'archive numérique qui doit être stocké. Donc ça, c'est vraiment le cœur du problème, c'est que si on veut que les œuvres soient stockées et préservées sur le très long terme, et bien on est dans le même problématique que la préservation de tous les œuvres supports numériques. Et donc, il y a la notion aussi de fiabilité des dépôts numériques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, à l'IRCAM, on a un système dans lequel on préserve des œuvres, donc c'est très bien, ça nous sert, sauf que on n'a absolument pas assuré la fiabilité du dépôt numérique dans le temps, puisque, par exemple, on dépend de circonstances extérieures et intérieures à l'IRCAM, et que, puisqu'il est hébergé et financé dans un institut dont on espère qu'il aura la vie la plus longue possible, mais qui a quand même une durée de vie pas éternelle. Donc, on a un problème pour la préservation à très long terme. Donc, il y a cette notion de fiabilité des dépôts numériques qui existe dans l'univers de l'archivistique numérique, et donc un dépôt numérique fiable qui a pour mission de fournir un accès stable, et cette fois-ci sur le long terme, à des ressources numériques dédiées à une communauté d'utilisateurs. Donc la communauté d'utilisateurs, dans le cas dont on parle, c'est les compositeurs, les interprètes de musique contemporaine, les musicologues, une communauté d'utilisateurs présente et également future. Donc là, on est dans le cadre où on essaye de penser à la préservation de tous ces éléments pour le futur. Et donc, tous ces dépôts numériques fiables, il y a des certifications qui permettent de vérifier que ces institutions destinées à préserver ces supports numériques vont résister à toutes les menaces qui peuvent peser sur eux, telles que la défaillance des supports de stockage, les pannes du matériel, les bugs logiciels, les erreurs de transmission, la panne des services de réseau, etc., etc. De toute façon, je ne sais pas la peine de tous les citer parce que c'est une liste sans fin, mais il y a des gens qui travaillent à ça parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, une question qui, quelque part, nous concerne les artistes, les musiciens, mais concerne également plus largement toute notre civilisation. Mais il faut quand même que l'on ait des systèmes qui permettent de préserver ce répertoire. Je conclus en disant que tout cela représente une entreprise complexe et coûteuse, donc sur laquelle les documentalistes et les différentes parties prenantes, les artistes, les créateurs, mais également les financeurs, les politiques, les communautés d'utilisateurs, ainsi que tous les autres dépôts numériques, donc sur lesquels ils doivent pouvoir compter dans cet environnement plus général, qui est requis pour préserver non seulement les gigantesques volumes de données produites maintenant et dans le futur, mais également et surtout, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, les productions artistiques qui représentent le présent et l'avenir de notre civilisation musicale. Merci.